Parkinson depuis 15 ans. La petite musique du cerveau. Coucou, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur votre radio préférée, la radio REM 98.4 sur la rive droite de Bordeaux et bien plus encore. Bonjour à tous. Soyez très prudents, soyez très vigilants. Nous sommes en direct et si vous êtes en véhicule motorisé, eh bien surtout ralentissez. Il y a du vent, il y a de la pluie. Et surtout, lorsque vous arrivez dans un village comme Sauveterre de Guyenne, ne soyez pas choqués de voir un panneau écrit Pomerol, Catusseau, Saint-Émilion. Il y a des petits changements, non pas de destination, mais je trouve ça très amusant. Nous voudrions vous souhaiter une bonne émission. Bien entendu, il sera question de cette pathologie dite de James Parkinson. Nous vous le rappelons, donc, qui a vu le jour, cette maladie, dans les années 1920, première moitié du 19e siècle. Nous sommes accompagnés, bien entendu, avec Olivier. Bonjour Gérard, bonjour à tous. Comment vas-tu, Olivier ? Je vais très bien, je te remercie. Effectivement, aujourd'hui, on est bien accompagnés puisqu'on est assez nombreux dans ce studio. La table est remplie, on est 4. On sera en présence du docteur Vernet, qui est neurologue. Sylvain Vernier, neurologue à la clinique mutualiste de Pessac. Très bien, voilà. Et avec Thierry Demons, qu'on avait déjà eu l'occasion d'entendre à la radio de façon enregistrée, mais qui sera en direct avec nous, qui est kinésithérapeute à Fargues-Saint-Hilaire. Dans la banlieue de Bordeaux. Voilà, donc l'idée aujourd'hui, c'est d'échanger avec ces professionnels, de bénéficier de leur savoir-faire, de leur expérience, et d'avoir leur lumière sur la maladie, sur ce qu'on éprouve en tant que patient, en tant qu'aidant, en tant que soignant. Vraiment faire être le plus exhaustif possible dans la mesure du possible, bien entendu, puisque en 1 heure c'est compliqué d'être aussi exhaustif, mais de partager un peu les bonnes pratiques des uns et des autres. Complètement, Olivier. Et puis surtout, comprenez bien que nous sommes des patients, nous sommes atteints de cette pathologie, Olivier et moi. Donc nous ne nous en cachons pas, nous ne sommes pas dans le déni, mais nous ne pouvons pas parler de médicaments, nous ne pouvons pas parler de la maladie en tant que telle parce que nous ne sommes pas compétents. C'est hors nos compétences. Nous sommes donc accompagnés par des spécialistes qui, eux, peuvent s'exprimer. Ils en ont la possibilité, ils en ont surtout le droit. Et nous leur donnons l'antenne ici. Et je crois qu'Olivier, tu as des questions à poser à ces deux spécialistes, ces deux terribles spécialistes qui s'accordent et qui s'entendent très bien. Terrible, mais néanmoins très sympathique. Et on va essayer de partager la parole avec l'un et avec l'autre. Et je propose qu'on commence par le docteur Vernier. Si vous pouvez vous présenter un petit peu pour expliquer votre parcours, comment vous en êtes arrivé à être neurologue aujourd'hui. On vous écoute. Alors bonjour à tous. Donc je m'appelle Sylvain Vernier, je suis neurologue à la clinique mutualiste de Pessac. Je suis également attaché au centre expert Parkinson du CHU de Bordeaux. J'ai obtenu ma thèse en 2016. Voilà, donc j'ai fait 2 ans de clinique, ce qu'on appelle le clinica, c'est-à-dire 2 ans après l'internat dans le service du professeur Tison à Pellegrin, ce qui m'a permis de me former plus spécifiquement dans le domaine de la maladie de Parkinson et des mouvements anormaux, donc entre 2016 et 2018, et puis depuis 2019, du coup, j'exerce à la clinique mutualiste de Pessac où je vois principalement des patients atteints de cette maladie. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui vous a poussé à vous orienter plus spécifiquement Alors j'ai fait quand j'étais externe, c'est-à-dire en 5e ou 6e année de médecine à Strasbourg, parce que au départ je suis alsacien. J'ai fait un stage dans le service du professeur Tranchant, qui est la spécialiste strasbourgeoise de la maladie de Parkinson, et j'ai trouvé cette pathologie intéressante, le côté clinique, examen, voilà, donc c'est ça qui m'a finalement attiré vers cette pathologie. Vers cette spécialisation. Voilà. Et justement, quand vous avez commencé votre, je sais plus comment le terme que vous avez utilisé, Externat, voilà. Voilà. Quand vous avez commencé votre externat, comment vous avez appris, développé cette mise en situation et la façon dont on diagnostique un Parkinsonien? Alors, d'abord, je l'ai appris comme tous les étudiants en médecine dans les bouquins.
Et puis ensuite, je l'ai appris au cours d'un stage, donc c'est-à-dire en étant dans le service, en voyant les patients, en suivant la visite, avec les internes, et puis secondairement au cours donc plutôt à l'internat, j'ai pu aussi assister à certaines consultations au centre expert Parkinson avec les différents médecins. Et c'est ça qui m'a formé à comment examiner un patient, qu'est-ce qu'il faut regarder quand il marche, qu'est-ce qu'il faut regarder pour par exemple un patient trembleur, qu'est-ce qu'il faut regarder comme caractéristique du tremblement. Voilà, toutes ces petites choses qui nous font on va dire diagnostiquer sans avoir besoin d'un examen complémentaire cette maladie. Oui, parce que c'est un peu la particularité pour cette maladie. Déjà, on rappelle, c'est environ 200 000 personnes en France qui sont touchées par la maladie. Absolument, 200 000, ouais. Et environ 25 000 de plus tous les ans. 25 000 chaque année, ouais. Ouais. Et ça, la particularité en tant que médecin, c'est que vous pouvez diagnostiquer juste par des examens cliniques sans passer par des examens complémentaires. En quelques minutes, si j'ai bien compris, Olivier, un neurologue peut effectivement diagnostiquer la maladie sans avoir à passer de scanner, d'IRM. Absolument. C'est, on va dire que ça fait partie on appelle ça le diagnostic de salle d'attente, c'est-à-dire que le patient se lève, vous le cherchez dans la salle d'attente, il arrive dans votre bureau, vous avez déjà fait le diagnostic même pas dans les 5 minutes, dans les 15 ou 20 secondes. La façon de marcher, la façon de trembler, etc. On peut déjà avoir fait le diagnostic. Ensuite, évidemment, ça demande quand même un examen clinique un peu plus poussé pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres choses, parce qu'il y a certaines pathologies qui peuvent ressembler à la maladie de Parkinson et qui n'en sont quand même pas. Donc, faut quand même faire un examen complet. Mais effectivement, il n'y a pas besoin de faire d'examen complémentaire, pas besoin de scanner, pas besoin d'IRM, de scintigraphie. Si le diagnostic clinique est évident, le diagnostic peut être posé sans faire d'examen complémentaire. Et sans risque de faire une erreur. Alors, sans risque de faire une erreur, j'irai pas jusque-là. Il y a toujours un risque. Ceci dit, voilà, le diagnostic, ça repose sur une triade, ce qu'on appelle la triade parkinsonienne. Le symptôme qui est indispensable pour diagnostiquer une maladie de Parkinson, ce n'est pas le tremblement comme on pourrait le croire, mais c'est plutôt ce qu'on appelle en termes médicaux la bradykinésie, c'est-à-dire le ralentissement qui peut se présenter sous différentes manières. Un ralentissement pour les gestes rapides, par exemple. Souvent, les patients disent j'ai des difficultés pour battre les œufs ou pour me laver les cheveux ou ce genre, voilà, ou me raser. Ce genre de gestes un petit peu qui nécessitent une certaine dextérité, parfois rapidité. Et puis ensuite, il y a associé à cette bradykinésie une rigidité, une raideur dans les articulations, et puis un tremblement, mais qui n'est pas obligatoire. Oui, je crois que ça touche que 30% des... Non, c'est 60%. C'est 2/3 des patients ont un tremblement et 1/3 n'a pas de tremblement. Ouais. Oui, donc ça peut prêter à confusion. On peut, en tant que malade, on peut se poser des questions en se disant je tremble pas, donc j'ai pas Parkinson. Absolument. Il y a des patients qui sont très étonnés. Ils viennent avec une forme qu'on appelle du coup akinétorigide, c'est-à-dire associant une akinésie ou une bradykinésie et une rigidité. Pas de tremblement, et donc les patients, on leur annonce qu'ils ont une maladie de Parkinson et ils disent mais docteur, j'ai pas de tremblement. Ben oui, mais c'est possible, il y a 1/3 des patients qui ont une authentique maladie de Parkinson sans avoir de tremblement. Et qui n'en auront jamais, en fait. Et qui n'en auront jamais ou très peu. Les patients qui commencent la pathologie par un syndrome akinétorigide garderont toujours cette présentation, et de même les patients qui débutent la pathologie par un tremblement, eux, au contraire, le symptôme principal de leur maladie sera a priori. Après, il y a toujours des exceptions, mais en tout cas, a priori, si ça commence par un tremblement, ce sera toujours le tremblement qui sera le symptôme le plus important. Et le tremblement est unilatéral, c'est-à-dire, dans la plupart des cas, on commence à trembler d'un côté. Ouais. Et comme la rigidité aussi. D'ailleurs, comme les autres symptômes, absolument, oui, tout à fait. Et ce côté restera aussi toujours le plus atteint tout au long de la pathologie. Okay. Une parenthèse, Olivier, et une parenthèse, messieurs les spécialistes, les médecins, le neurologue et le kinésithérapeute. Il y a quelque chose qui a retenu mon attention, Sylvain.
Alsace. Eh bien, sachez qu'en Alsace, on nous écoute. Et ici, de ce département 33, nous voudrions saluer les 2 Alsaces. Il n'y en a qu'une, mais il y en a 2, 67 et 68. Donc, j'aimerais que cette Alsace soit remerciée de sa qualité d'accueil. Nous vous embrassons très fort, les Alsaciens, les Alsaciennes. Gretala et Andy, on vous fait des gros bisous. Et puis, cette région productrice de bonheur, productrice de tellement bonnes choses, exceptionnelles, extraordinaires. Je parlais du Bekauf, la choucroute, le gouglof. C'est des images qui ne sont pas des images d'Épinal, qui sont la réalité. Un accueil exceptionnel. Si vous n'avez jamais visité l'Alsace, eh bien vous comprendrez. Venez saluer le docteur neurologue Sylvain Vernier à Pessac, à la clinique mutualiste. Vous comprendrez pourquoi il faut aller en Alsace. Gros bisous les Alsaciens. Et bien sûr, juste Gros schmout. le Racing Club de Strasbourg, bien sûr. Ça, quand même, Gros schmout. Gros schmout. On en profite pour faire une petite pause musicale. Espoir sans tremblement. Et on retrouve de suite Olivier et Gérard. Merci monsieur le président de la radio. Olivier, tu as balancé un morceau de musique. Eh bien maintenant, je te laisse balancer le reste. C'est sympa, merci pour la transition. Donc on était en train de discuter avec le docteur Vernier et Thierry de Mons, kinésithérapeute, docteur Vernier neurologue, des diagnostics cliniques qu'il peut y avoir dans la maladie de Parkinson. Et on parlait des raideurs, de tout ce qui était susceptible de montrer au docteur, au médecin qui était malade de la maladie de Parkinson. De faciliter son diagnostic. De faciliter son diagnostic. Et la question que je voulais vous poser, avant qu'on ait la coupure musicale, c'est justement qu'est-ce qui permettait de lutter en termes médicamenteux quels sont les traitements en fait? Alors, il y a plusieurs types de traitements. Il y a, dans un premier temps, effectivement, les traitements médicamenteux. Et puis les traitements bien sûr aussi non médicamenteux dont mon collègue kiné parlera sûrement mieux que moi. Pour ce qui est des traitements médicamenteux, il y en a plusieurs types qui existent. À l'heure actuelle, on va dire qu'il y a 2 ou 3 grandes classes de médicaments. La classe la plus répandue et celle qui est la plus utilisée, 90% des patients à peu près, c'est la levodopa. Il existe actuellement, on va dire 3 médicaments en France commercialisés qui contiennent de la levodopa, le Modopar, le Sinemet et le Stalevo. Je passerai sur les différences. En tous les cas, le but de cette levodopa, c'est de rentrer à l'intérieur du cerveau des patients, d'être transformé en dopamine pour ensuite être utilisé par le système de la motricité pour améliorer le mouvement, réduire le tremblement. Et voilà. Et il existe une autre classe médicamenteuse qu'on appelle les agonistes dopaminergiques, le Cifrol, le Réquip, le Neupro pour les plus utilisés, donc en comprimé ou en patch, qui ont la même fonction que la levodopa, mais qui n'agissent pas tout à fait sur les mêmes récepteurs et qui donc n'ont pas tout à fait les mêmes effets. On va dire que la levodopa a un meilleur effet sur les symptômes moteurs, alors que les agonistes dopaminergiques ont peut-être un meilleur effet sur les symptômes psychiques comme l'apathie ou la dépression, par exemple. D'accord. Donc, on est bien d'accord que ces médicaments-là, ils servent à réduire les symptômes. Absolument, ce sont des traitements symptomatiques, donc ce ne sont pas des traitements qui permettent de ralentir la progression de la maladie, mais ce sont des traitements qui permettent de pallier au manque de dopamine à cause de la maladie et donc de réduire les symptômes au quotidien. Donc on ne soigne pas la maladie en fait. On la soigne, on la guérit pas. Ouais. D'accord, voilà, ça c'est important. On ne soigne pas la maladie, mais on ne guérit pas la maladie, mais on la soigne. Ouais. Toutes mes excuses. Et donc, ça, effectivement, on la soigne sans la guérir. On n'arrive pas à la ralentir par le biais de ces médicaments. Alors, ce que je dis souvent aux patients, c'est que c'est en partie vrai, mais pas tout à fait, parce que le fait d'avoir un traitement et d'être plus mobile va pouvoir vous permettre de faire de l'activité physique, des exercices, de la kiné. Et pour le coup, ça, on sait que l'activité physique, etc., ce sont des choses qui permettent de ralentir la progression de la maladie. C'est un traitement neuroprotecteur en soi. À l'heure actuelle, c'est le seul. Une petite exception peut-être, on en parlera tout à l'heure, mais en tout cas, voilà, c'est donc de façon indirecte, le fait de prendre un traitement permet quand même d'avoir une meilleure mobilité et donc de mieux c'est un cercle vertueux en fait, faire de l'exercice et du coup de ralentir la progression de la maladie. Donc c'est un cercle vertueux qui permet du coup d'aller vers la tendance du ralentissement de la maladie grâce à l'effort physique. Absolument. Est-ce qu'on peut parler d'une stabilisation ?
Alors, on peut parler parfois d'une stabilisation des symptômes chez certains. Ça, c'est vraiment très variable en fonction des patients. Chez certains patients, oui, parce que la maladie va évoluer tellement doucement que le fait de garder une certaine mobilité, etc., ça va permettre plus ou moins de stabiliser les choses, même si on stabilise jamais complètement. Mais voilà, c'est l'idée, c'est celle de la progression de la maladie qui est variable d'un patient à l'autre. Voilà, il y a à peu près 20% des patients qui ont des formes de maladie qui évoluent, on va dire, très lentement et qui peuvent quasiment être stabilisés ou en tout cas évoluer de façon tellement lente que voilà, on a au fur et à mesure des consultations, on voit nous pas vraiment de différence. D'accord. Et alors du coup, ça me permet de faire la transition, le pont en tout cas vers la kinésithérapie et vers Thierry Demons qui est avec nous aujourd'hui. Ce qui permet de ralentir l'évolution de la maladie avec la prise des médicaments, c'est le complément par la kinésithérapie et l'activité physique. Qu'est-ce que vous proposez ? Vous avez déjà eu l'occasion d'en parler avec nous ici, mais qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce que vous préconisez ? Quels sont les types d'exemples concrets qu'on peut voir aujourd'hui ? Alors là, aujourd'hui, si on parle des raideurs, par exemple, je partirais sur les étirements qui me paraissent être un des éléments majeurs du traitement kinésithérapique. Donc en dehors de tout ce qui est travail postural, tout ce qui est travail du tronc et du reste dont on peut parler par la suite, mais là, par exemple, sur les raideurs ou même sur les dyskinésies, qui sont des mouvements involontaires qu'on peut rencontrer dans certains cas, les étirements à condition qu'ils soient pratiqués d'une manière douce, avec le plus de fluidité, de plus de continuité possible, dans une amplitude la plus large. On va aller chercher vraiment la plus grande amplitude possible de mouvement, en allant lentement, parce que la vitesse peut provoquer des spasmes, et à l'inverse, donc majorer les raideurs. À cela, on va rajouter l'ajout de la respiration, qui va être aussi un élément important, qui peut permettre de gérer aussi l'anxiété, le stress qu'on peut avoir vis-à-vis de l'exercice, sachant qu'en fait, on soigne un patient, et ce patient, il va avoir tous les Parkinsoniens n'ont pas les mêmes symptômes, comme Sylvain l'a dit plus haut. Et qu'à chaque fois on va s'adapter à chacun, à la particularité de chacun. On va être parasité dans certains cas par les tremblements, et on va devoir effectivement agir peut-être plus sur un mouvement conduit volontaire, et dans d'autres cas c'est la raideur qui va venir nous poser problème, et là la raideur, on va aller vraiment agir sur au travers des étirements sur cette souplesse qu'on va aller chercher doucement. Donc l'idée en fait c'est de, en quelque sorte, conscientiser le mouvement, l'accentuer pour aller contre les raideurs ou les gènes complètement du patient. Oui, donc c'est une thérapie, je dirais, continue en permanence, chaque semaine. Les étirements, c'est tous les jours. Je pense que autant on peut prévoir le travail postural qui peut être un peu plus contraignant physiquement, je dirais. On peut envisager de faire sur 2-3 séances avec des petits exercices quotidiens, mais le gros du travail sur 2-3 séances semaine. L'étirement, c'est tous les jours. Il faut vraiment maintenir cette amplitude au maximum, et toujours, je le répète, avec cette envie d'amplitude, de fluidité, de douceur et de lenteur, puisqu'en fait l'idée c'est pas de faire un mouvement rapide. Ouais. C'est l'idée, c'est d'avoir la globalité du mouvement, et en fait au travers de cette conscientisation, en fait on permet de maintenir la qualité de ce mouvement dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne. Ça permet presque de réhabiliter l'automatisme que l'on perd. Pour le moins, on le maintient, et on essaie, d'éviter de le perdre, pour le moins, ce qui peut être un risque avec la raideur, où effectivement on va venir limiter ses mouvements parce que la raideur nous y pousse, et les tremblements, les problématiques d'équilibre qui vont aussi réduire les périmètres, et la crainte et le stress que procurent ces symptômes-là. En fait, on redonne de la confiance, on redonne des possibilités que même le patient finit par perdre, en fait, dans sa conscience, en fait, dans l'image qu'il se fait de lui-même. Oui. C'est des exercices qui peuvent être faits à la maison également aussi ? Oui, bien sûr. D'accord. Oui.
Donc une partie en cabinet et l'autre. La partie en cabinet, ça va être dans l'accompagnement, dans la précision, parfois d'aller aider pour aller chercher l'amplitude un peu extrême, puisque c'est vraiment important d'aller chercher presque à 120% j'exagère un peu, mais vraiment aller au bout du mouvement. Mais après, on peut installer des routines quotidiennes qui peuvent être faites notamment le matin pour permettre d'engager la journée, de travailler sur la raideur qui peut se présenter, mais oui, je pense qu'il y a des routines au quotidien. On va avoir difficilement la possibilité de voir les patients tous les jours. Bien Donc, sûr. si on met pas en place des routines personnelles, on n'y arrive pas, et ça a vraiment de l'importance. Et un exemple de routine, c'est quoi? C'est combien de temps? C'est quoi comme type d'exercice? Qu'est-ce que vous préconisez? Encore une fois, ça dépend du patient. Ouais. Certains patients présentent des fatigabilités plus importantes. Alors, on va avoir des routines, par exemple, chez certains patients, on va les faire assis sur une chaise et on va avoir des mouvements. Globalement, on va dire que chaque mouvement doit être exécuté entre 3 et 5 fois à peu près de chaque côté. Ouais. Encore une fois, en utilisant la respiration, en utilisant, par exemple, quand il s'agit de souplesse au niveau du cou ou du haut du dos, en utilisant le regard aussi, amener le regard le plus loin possible pour utiliser des boucles réflexes qui permettent aussi de relâcher l'opposé. Donc après, ça dépend du nombre de mouvements qu'on va aller rechercher, de ce qu'on veut travailler, parce qu'effectivement, une routine globale pour un corps entier, ça peut prendre 1h30. Sans problème. Oui, ça, commencer le matin à 1h30 d'exercice tous les jours, ça peut être un peu contraignant pour démarrer la journée. Mais on peut varier. Un jour, on va aller travailler un petit peu plus certains types d'étirements et un peu plus les autres le lendemain. Enfin, on alterne. Oui, l'important, c'est vraiment de surtout pas s'arrêter de bouger, d'être proactif dans l'activité physique. Je pense que dans le cas de la maladie de Parkinson et des maladies neurodégénératives en règle générale, il ne faut surtout fuir le canapé ou le fauteuil, je crois. Il faut bouger, il faut être actif. Clairement. Il ne faut pas se désociabiliser. Tout à fait. Et alors justement, par rapport à ça, on a parlé de donc ce qu'on appelle la kinésithérapie, c'est plus des interventions non médicamenteuses, puisque c'est vraiment axé sur l'activité physique. Alors, on a parlé des médicaments juste avant. Avec le docteur Vernier. Aujourd'hui, on va faire une pause musicale parce que j'ai un petit message de Francis en face qui me dit qu'on va envoyer la musique. On reviendra juste après. Je voulais parler des innovations, donc on en parlera juste après.
des questions, des réponses. Vous avez 2 spécialistes ici sur votre radio REM 98.4, un kinésithérapeute et un neurologue spécialisé dans les pathologies de Parkinson. Et juste avant la pause musicale, on parlait justement des interventions non médicamenteuses avec Thierry Demons, notre kinésithérapeute. J'annonçais le fait de parler des innovations. Je voulais revenir avec le docteur Vernier justement sur les innovations qui allaient revenir à court terme pour le traitement de la maladie de Parkinson. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, je peux déjà juste... la première chose dont il me paraît important de parler, c'est quand même l'arrivée depuis la semaine dernière, il y a 15 jours en France d'une nouvelle pompe sous-cutanée. Jusqu'à présent, depuis une vingtaine d'années, on avait à disposition une pompe sous-cutanée avec de l'apomorphine, qui est un agoniste dopaminergique, donc la famille dont je parlais tout à l'heure avec le Cifrol, leur équipe. Jusqu'à présent, la possibilité pour les patients qui ont des fluctuations motrices, donc des dyskinésies dont on a parlé ou des blocages, quand le traitement médicamenteux oral est dépassé entre guillemets, jusqu'à présent, donc on avait la possibilité d'utiliser cette pompe à apomorphine, et pour utiliser la levodopa, c'était plus compliqué. Il fallait jusqu'à présent mettre en place une sonde de gastrostomie avec une intervention chirurgicale, un tuyau dans l'estomac, quelque chose d'assez lourd. Et depuis 15 jours maintenant est disponible en France une pompe sous-cutanée, donc beaucoup plus simple d'utilisation. Donc ça, c'est la première innovation vraiment récente là dont on peut parler. Donc c'est une pompe qui est installée tout le temps. Alors c'est une pompe qui est externe, qu'on porte sur soi à la ceinture ou autour du cou, dans laquelle il y a un petit réservoir, dans lequel il y a de la levodopa qui est du coup sous forme liquide, on va dire, et qui est par un petit tuyau envoyé au niveau sous-cutané, on va dire 24 heures sur 24. Enfin après ça c'est décidé avec le neurologue qui met en place le dispositif. Mais en tout cas de façon continue, ce qui évite une prise pulsatile comme on a avec les traitements oraux, qui fait que la prise pulsatile, on va se retrouver avec des courbes effectivement de pics de dose, et puis ensuite de creux avec des dyskinésies en pic de dose, et puis des blocages au creux de la dose. Ouais, donc ça permet. Mais par contre, c'est donné cette pompe à levodopa quand les médicaments oraux ne font plus effet, c'est ça ? Alors c'est pas qu'ils font plus effet, c'est qu'ils font effet justement. Ils font tout autant effet, mais ils font effet parfois trop puisqu'il y a des dyskinésies et des blocages. Donc c'est surtout quand en fait ils font effet mais de façon plus suffisamment prolongée. La durée d'action de la levodopa, en théorie, c'est entre 90 et 120 minutes à peu près. D'accord. Donc la plupart des patients au début vous leur donnez le comprimé 3 fois par jour, matin, midi et soir, et pour autant le comprimé il est actif toute la journée. C'est parce que les patients ont des capacités de stockage de la levodopa dans leur cerveau, mais avec la progression de la maladie, la capacité de stockage elle est réduite, et du coup on se rapproche un petit peu de la durée de vie du médicament qui est d'à peu près 2 heures. Donc ça arrive, c'est pour ça que chez certains patients il faut réduire les intervalles de prise. Au début on 4 prises, puis 5 prises, puis 6 prises, et donc au bout d'un certain temps ça devient quand même très contraignant de prendre un traitement toutes les 2h30 ou toutes les 2 heures, et dans ces cas-là on va pouvoir envisager ces traitements par pompe. On peut aussi envisager, j'en ai pas parlé, mais la stimulation cérébrale profonde pour les patients qui ont moins de 70 ans. C'est aussi une possibilité. D'accord. Et donc moi j'ai appris quelque chose, c'est qu'on pouvait stocker la dopamine qu'on prend par les médicaments. Absolument. Okay. C'est ça qui fait qu'au départ, dans les premières années de la maladie, pendant la phase de lune de miel, on prend 3 fois par jour le traitement, et qu'il n'y a pas de fluctuation, il n'y a pas de baisse d'efficacité, il n'y a pas de dyskinésie, parce que le cerveau est capable de réguler la quantité de médicaments, et donc capable de faire des stocks et de les sortir quand il y en a besoin. On parle beaucoup des dyskinésies, donc ça me permet de refaire le lien avec Thierry Demons. Est-ce qu'il y a un moyen de lutter contre cette dyskinésie ? Donc on rappelle ce que c'est peut-être les dyskinésies. Ce sont des mouvements involontaires qui peuvent apparaître à certains moments de la journée, mais qui touchent pas tout le monde d'ailleurs, mais ça dépend notamment sur des problèmes, des moments
sur la prise de médicaments quand on est en fin de phase. Ouais, la plupart, il y a plusieurs types de dyskinésie, mais la plupart, les plus fréquentes, c'est les dyskinésies de pic de dose, c'est-à-dire vous prenez le traitement, donc le Modopar ou le Sinemate, et à peu près au pic de l'absorption du médicament, c'est-à-dire 1 heure après, grosso modo, c'est là qu'il y a le plus de ces mouvements involontaires qui peuvent toucher le chef, la bouche, les bras, les jambes, le tronc, enfin toutes les parties du corps. Souvent le côté le plus atteint par la maladie. D'accord. Ouais, ce qui procure d'ailleurs pas mal de stress, puisqu'en fait c'est quelque chose vraiment difficile à contrôler et ça génère un stress important. Et c'est peut-être là où on peut agir, parce que fondamentalement la kinésithérapie a pas d'action sur les dyskinésies elles-mêmes. Ouais. On est plutôt là pour traiter la kinésie, les troubles de coordination, donc avec des exercices actifs, mais c'est des exercices qui se focalisent sur les différentes modalités ou paramètres du mouvement, sur l'amplitude, la vitesse, la coordination. Ça, c'est ce qu'on fait habituellement. Mais pour les dyskinésies, en fait, on peut utiliser d'autres moyens. Donc, je parle du stress, donc tous les moyens qui vont être gérés. Ce stress, c'est des exercices respiratoires, des massages. La relaxation, ça fait aussi partie de nos prérogatives. À côté de ça, en renforçant les muscles posturaux et en travaillant sur des mouvements précis, on peut aussi aider à limiter l'impact des mouvements parasites sur ces activités quotidiennes. En renforçant les muscles stabilisateurs, on a un travail d'alignement postural. Ça permet en même temps de sécuriser les déplacements. Qui peuvent être aussi qui eux-mêmes sont parasités par ces dyskinésies. Donc dès lors qu'on les sécurise, on diminue l'impact des dyskinésies sur le patient. Donc ce sont à chaque fois des actions qui sont un peu indirectes, qui permettent de gérer les à côté des dyskinésies sans agir directement dessus. Par exemple aussi on peut imaginer que le travail qu'on peut faire en kinésithérapie améliore la résistance du patient, du fait de la répétition. Et là aussi, par rapport à la fatigue que peuvent représenter les dyskinésies parfois, on lève le seuil un peu de comment dirais-je, de la capacité à les gérer sur le parasitage que ça procure en fait. Oui, parce que non seulement le patient il a une hyperfatigabilité liée à sa maladie parce qu'il est en constante contraction musculaire, lié au tremblement, lié aux rigidités, mais en plus les dyskinésies rajoutent de la fatigue, plus les exercices physiques de kinésithérapie ou autres. Donc on a des patients qui peuvent être en état d'épuisement. En fait, c'est là où il faut juger la part des choses, c'est-à-dire qu'on doit pas aller dans l'état d'épuisement, on doit travailler de façon à ce que justement les exercices soient faits, de façon à ce qu'on ait cette amélioration de la résistance, cette amélioration de la capacité physique globale. Et je répète, encore une fois, je reviens sur le travail des muscles posturaux qui me paraît majeur parce au-delà des exercices qu'on fait habituellement, donc avec les bras, avec les jambes, des exercices de motricité, de coordination, tout ça c'est réalisable parce qu'on a une posture qui est correcte, des muscles posturaux solides, un centre de l'individu qui est stable. Et autour de ce centre, on peut travailler de manière beaucoup plus libre. Et après, voilà, on va agir sur les capacités motrices, sur la mobilité, en revenant sur les étirements dont je parlais tout à l'heure. Mais tout ça, à chaque fois, on le juge, comme je l'ai dit plus haut aussi, chaque patient est différent. Et on va devoir s'adapter en permanence et d'un jour à l'autre. Un jour, un patient va être en capacité de faire certaines choses. Il va y avoir d'autres jours, on va se limiter aux étirements parce que ça sera pas le jour pour travailler. Clairement pas. Et si je peux juste rebondir sur 2 points. Le premier, c'est le travail de la posture qui est extrêmement important parce que autant les bras, les jambes, avec le traitement médicamenteux, on peut avoir un impact sur la rigidité, sur le tremblement, sur la kinésie, autant la posture, le traitement médicamenteux n'aura pas d'effet. Donc c'est extrêmement important à travailler. Deuxième chose, je reviens sur les dyskinésies. C'est juste pour dire que parfois, certains patients ont des dyskinésies, parfois très impressionnantes, mais qui ne les gênent pas. Parce que s'ils n'ont pas de dyskinésie, ça veut dire qu'ils ont un taux de dopamine moins élevé au niveau du cerveau et donc ils sont un peu plus ralentis. Et la plupart des patients sont plus gênés par les blocages. Peut-être que Gérard ou Olivier pourra confirmer, mais les patients très souvent sont plus gênés par les blocages que par le fait d'être hyper mobile. Donc
Après, il y a souvent c'est l'entourage en fait qui dit mais j'en peux plus, il bouge trop, etc. Moi, ça me gêne. Et finalement, le patient, lui, il est pas gêné. Donc, faut aussi savoir les respecter si le patient n'est pas gêné et si finalement il est mieux comme ça aussi. Tout à fait. Oui, ça c'est une maladie très compliquée. Juste, docteur Vernier, Sylvain, excusez-moi. Pourriez-vous nous rappeler la genèse de la découverte de la dopamine et depuis combien d'années existe cet lévodopa? Alors, j'ai pas la date précise en tête, mais c'était à peu près dans les années 60 qu'a été découverte cette molécule. Et d'ailleurs, je vous encourage, si vous l'avez pas regardé, à regarder un film qui s'appelle L'éveil avec Robin Williams et Robert De Niro. Robert De Niro, voilà, c'est ça. Et qui est un film qui retrace de façon, je pense, assez fidèle la découverte de la lévodopa et donc la transformation de ce qu'ils appellent dans le film des statuts de sel, c'est-à-dire les patients qui étaient complètement rigidifiés, statufiés et qui ont pu être améliorés par ce traitement. Complètement. Donc c'est bien les débuts des années 60, il y a environ 60 ans en fait. Voilà, c'est ça. Et film, aujourd'hui, on n'a pas trouvé mieux. Le film est un film qui est passé un peu inaperçu, il date des années 90. Robert De Niro, à un moment donné, pendant une quinzaine de minutes, est époustouflant. Ouais. Et Robin Williams, admirable. Regardez ce film, il est disponible sur les plateformes modernes de streaming. Ouais, je l'ai vu parce que j'ai fait un exposé dessus quand j'étais à la fac et donc j'étais pas encore spécialisé pour la maladie de Parkinson, mais en tout cas voilà, c'était vraiment très intéressant comme film et très touchant. Oui. Ok, on va tous le regarder. Moi, je l'ai pas vu personnellement. Je l'ai vu. Moi, c'est François Tison qui me l'avait conseillé. Le jour où il me l'a dit, j'ai regardé. J'ai été bouleversé. Je suis ressorti bouleversé de ce film, tellement il est réaliste. D'ailleurs, les acteurs ne jouent pas. C'est naturel chez eux. Ouais, c'est de monuments du cinéma. Très bien. Mais merci pour je confirme. La petite minute culturelle. Non, mais ça fait du bien aussi. Ouais, c'est bien, c'est intéressant. C'est pour ça aussi qu'on est là. Pour partager les trucs et astuces. Votre radio qui parle bien entendu d'Espoir sans tremblement, cette maladie de Parkinson, que ce soit vous les patients, que ce soit vous les aidants, que ce soit les soignants bien entendu, les bénévoles, nous vous accompagnons. N'hésitez pas à téléphoner à la radio si vous avez besoin de renseignements, des questions à poser à nos spécialistes qui s'occupent bien entendu de nous entourer pour que nous puissions être à la hauteur de vos attentes. Alors moi, j'ai une question pour Dr Vernier. Est-ce que dans le cadre de cette maladie dont je crois, on ignore plus ou moins les origines, est-ce qu'il y a un moyen de prévenir est-ce qu'il y a des moyens de se prévenir de être touché par cette maladie? Alors les moyens de se prévenir, d'abord il faut savoir qu'il y a aujourd'hui effectivement on connaît pas les causes exactes, mais on connaît quelques facteurs de risque, l'exposition aux pesticides et aux insecticides. Donc, si on est agriculteur ou viticulteur, savoir se protéger vis-à-vis de ces produits. Après, même si c'est pas une maladie génétique, il y a une petite part héréditaire quand même. Alors bon, pour vous donner un petit ordre d'idée, juste simple pour donner des chiffres, parce que c'est un peu plus parlant, à 60 ans aujourd'hui en France, il y a à peu près 1% de risque d'avoir une maladie de Parkinson. Si on a dans sa famille quelqu'un qui a une maladie de Parkinson, on a plus 1%, on a 2%. Voilà, ça double le risque voilà, mais ça n'en fait pas pour autant une maladie génétique, parce que c'est une question qu'on me pose tous les jours en consultation. Docteur, est-ce que mes enfants, ils risquent, voilà. Bon. Donc il y a un petit peu plus de risque, mais c'est pas une maladie génétique. Oui. Et puis le troisième facteur de risque qui est peut-être le plus important, c'est l'âge. Et ça, malheureusement, pour l'instant, on peut pas s'en prévenir. Pour l'instant. Voilà. N'empêche que après, comment est-ce qu'on peut s'en prévenir? C'est de façon générale, pour l'instant, comme on disait tout à l'heure, c'est de garder une activité physique et éviter la sédentarité. Bien sûr, éviter aussi les autres copathologies qui peuvent faire en sorte que la maladie de Parkinson soit plus délétère. Par exemple, le diabète, principalement, il y a un lien, Monsieur Meissner, vous en avez parlé, oui. Un lien entre la maladie de Parkinson et le diabète. Nous, on le voit tous les jours moi, je le vois tous les jours en consultation. Les patients
qui sont diabétiques avec une maladie de Parkinson, c'est souvent plus difficile à équilibrer. Donc éviter donc le diabète, c'est pareil, hein, c'est aussi l'activité physique, les mesures hygiéno-diététiques, pardon. Ouais. Donc comment on peut lutter, en essayant de mener la vie la plus saine possible. C'est ça, en mangeant sain et en ayant une activité physique régulière. Absolument. Une question, je crois que les agriculteurs, la maladie de Parkinson est reconnue comme maladie professionnelle. Tout à fait. Si vous êtes agriculteur et qu'on vous a diagnostiqué cette maladie, vous pouvez faire une demande de reconnaissance en tant que maladie professionnelle. Pour ça, je vous encourage à vous rapprocher du service des pathologies professionnelles du CHU. Une question qui me taraude, monsieur Sylvain. Est-ce qu'il faut changer ses habitudes alimentaires? Est-ce qu'il y a une nutrition particulière pour les patients atteints de maladies dégénératives? Alors, pour ce qui est de la maladie de Parkinson, on me pose aussi souvent la question. Alors, de façon générale, l'alimentation, il faut qu'elle soit, comme on disait tout à l'heure, la plus saine possible. La deuxième chose qui est quand même importante et qui est spécifique, on va dire, pour cette maladie et notamment pour la lévodopa, c'est il peut y avoir une moins bonne absorption du traitement par lévodopa si la prise est proche du repas. Si il y a un mélange entre le traitement et l'alimentation, le traitement peut être moins absorbé et donc moins efficace. Donc c'est pour ça qu'on conseille aux patients de prendre le traitement au moins 30 minutes avant les repas. Et si repas il y a, essayer de faire en sorte que ce soit pas un repas trop riche en protéines. Par exemple, éviter l'entrecôte à 300 grammes tous les jours. Enfin voilà. Donc c'est au niveau de l'alimentation, c'est ça qu'on peut dire. Faut arrêter d'être épicurien. On fait une ultime pause musicale et on revient juste après. Merci.
local sur la région de l'Entre-deux-Mers. Et donc, on est en présence de Sylvain Vernier, docteur Sylvain Vernier, neurologue à Pessac, au CHU de Pessac. Et Clinique mutualiste. Clinique mutualiste, pardon. Autant pour moi. Non, c'est pas une erreur. Et Thierry Demons, qui est kinésithérapeute à Fargue-Saint-Hilaire. Je me suis pas trompé cette fois-ci. C'est bon. Non, tu as tout bon. On parlait des dyskinésies. Donc on arrive à la fin de l'émission, donc on va un petit peu résumer tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent. On a parlé des traitements actuels. On a parlé des moyens de lutter contre la dyskinésie, donc ces mouvements incontrôlés, involontaires liés au pic de la prise de médicaments. Donc des moyens possibles qui étaient utilisables en kinésithérapie. On a parlé aussi de la nouvelle pompe à lévodopa sous-cutanée qui vient d'arriver la semaine dernière sur le marché, si j'ai bien compris. Ouais, juste je précise que pour l'instant, en tout cas sur Bordeaux, que ce sera pas, les premiers patients vont être mis en place au CHU et pas avant le mois de janvier. Voilà, donc c'est juste D'accord, oui. Pour débuter l'année. que vous soyez pas submergé d'appels de gens qui demandent ça. Ouais. Et juste d'ailleurs pour revenir là-dessus, en faisant le lien avec les dyskinésies, c'est un moyen de lutter aussi contre les dyskinésies, cette pompe. Oui, absolument. C'est un moyen de lutter contre les fluctuations motrices, donc les dyskinésies dans un sens qui sont entre guillemets un surdosage en traitement et les blocages qui sont entre guillemets un sous-dosage. Et pour en bénéficier, à partir de janvier, il faut. Alors dans un premier temps, ça va passer par le CHU, donc soit directement les patients qui sont suivis là-bas, soit par les patients qui sont suivis par d'autres neurologues, si le neurologue estime que ça peut le justifier, qu'il soit adressé vers le CHU. Et dans un second temps, une fois qu'on se sera un petit peu habitué à ce dispositif, peut-être que ce sera faisable, comme c'est le cas actuellement pour la apomorphine, directement pour les patients à domicile. D'accord. J'aimerais souligner un point qui est important et que nous n'avons pas évoqué ici, c'est l'annonce de la maladie au patient. C'est-à-dire quand le neurologue va devoir annoncer à son patient qu'il a la maladie de Parkinson, très souvent il y a des réactions qui sont particulières, qui sont personnelles, où des personnes vont vous conseiller d'aller voir un tel. Nous, ce que nous vous conseillons, c'est de voir votre médecin traitant qui vous dirigera vers un neurologue. N'écoutez pas tous ces charlatans, tous ces marchands de bonheur, tous ces marchands de soins qui ne sont pas des médecins, qui ne sont pas des praticiens, qui n'ont aucune compétence et qui vous prennent votre argent. Donc laissez les charlatans de côté et n'écoutez et ne suivez les conseils que d'une personne, votre neurologue, qui saura mieux que quiconque et qui est la seule personne habilitée à vous suivre, je dirais, tout au long de votre pathologie. Oui, c'est important de le préciser, effectivement, de ne pas tomber dans des dérives qui peuvent entraîner et qui peuvent même accélérer l'évolution de la maladie. Complètement, parce que si on ne se fait pas prendre, je dirais, en considération par un traitement sérieux, efficace et reconnu, vous tombez dans le panneau de ces charlatans, de ces marchands qui soignent tout, Parkinson. Je le dis parce que je l'ai fait, parce que j'ai voulu en rencontrer un pour voir ce que c'était. C'est du foutage de gueule. C'est donner 80 € à un escroc qui s'imagine qu'en ressortant de là, vous allez penser que vous êtes guéri et que tout est... J'ai fait exprès d'aller voir pour me rendre compte personnellement ce que c'était. Eh bien, je vous dis que c'est vraiment scandaleux. Oui, qui occasionne une perte de chance flagrante pour les patients, c'est grave. Hein. Ah, complètement, parce qu'il y a une perte de temps sur les soins, une perte de temps de la prise en considération, mais surtout ne restez pas dans le déni. Acceptez votre maladie, utilisez votre maladie pour lutter contre la maladie. Moi, j'avais demandé une chose à mon neurologue lorsqu'il m'a annoncé la maladie. Je lui ai demandé si je pouvais lui avoir une faveur. Il m'a demandé ce que je voulais. Je lui avais dit, je voudrais vous faire une bise. Il avait été surpris à cette époque-là. C'est vrai, je m'en souviens très bien, ouais. Et Sylvain, mon neurologue à moi, pas le vôtre, le mien, eh bien, je lui ai fait une bise, tout simplement. Parce que ça aurait pu être pire et j'ai accepté tout de suite et ça n'a posé absolument aucun problème, je dirais, de digérer. Il ne faut pas se rendre malade d'être malade, parce que si on se rend malade d'être malade en plus, c'est grave. Olivier, je te laisse la parole. Je voulais donner la parole à Thierry Demons, savoir s'il y avait d'autres choses qu'il pouvait nous partager pour non, je viens d'écouter Gérard là qui parlait de son expérience et je reviens sur ce que disait Sylvain en tout début d'émission quant au diagnostic de salle d'attente.
Il se trouve que je suis aussi le kiné de Gérard, donc Gérard a tous ses praticiens autour de lui, et qu'en fait, je pense avoir été le premier à l'observation pour avoir l'habitude effectivement de voir évoluer des Parkinsoniens, de voir des premiers signes qui m'ont alerté. Alors je connaissais Gérard auparavant et justement le ralentissement, différents éléments, la façon de se lever du siège de ma salle d'attente m'ont alerté. Je m'étais rapproché d'abord de son épouse parce que c'est toujours assez délicat et de savoir justement si le médecin traitant avait alerté dans ce sens-là et que j'aurais pu ne pas être au courant. Et elle me dit non, pour l'instant, bon, on a bien vu quelques trucs, mais on pensait que c'était un traitement que tu prenais à l'époque. Et en fait, finalement, à la suite de ça, les choses sont mises en place et on est allé vers le diagnostic qui s'est fait ensuite effectivement par le neurologue. Mais l'alerte est faite, elle peut être faite à plein de niveaux. En fait, les gens, quand on connaît les gens, on se rend compte tout d'un coup il y a une petite évolution et plus elle est précoce, l'alerte et mieux c'est. Bien sûr. Et c'est toi qui m'as c'est toi qui m'a alerté. Ouais. Et donc j'avais un bon kiné, je ne pouvais avoir qu'un bon neurologue. Oui, mais c'est vrai que du coup c'est important de sensibiliser autour de cette maladie pour les patients, mais aussi les aidants, l'entourage. Complètement, c'est un complice de neurologue. Ouais, parce que c'est un complice. Il partage avec vous. Il vous apporte. Il ne fait pas partie du problème, mais il est la solution. Oui, le neurologue, moi je parlais tout à fait, le neurologue est la solution, le personnel soignant est la solution. Tout le monde, mais également le conjoint, la conjointe Bien sûr. Qui peut voir des signes que le patient ne voit pas lui-même, parce que peut-être qu'il s'en rend pas forcément compte, parce que comme c'est une maladie qu'on déclenche généralement à un âge plus avancé. Quelle est la moyenne d'âge, docteur, généralement, quelle est la fourchette Entre 60 et 65 ans. D'accord. Ouais, donc on peut se dire que c'est normal, je suis moins vif qu'avant, alors qu'en fait, pas du tout. Et donc il peut y avoir une forme de déni de la part du patient, et c'est pour ça que c'est bien que l'entourage soit au courant de ces signes précurseurs. Et justement, j'en profite pour rebondir sur ce que disait Gérard et insister sur ce point d'acceptation qui est primordial et crucial. Alors évidemment, c'est plus facile à dire dans ma position que dans celle du patient, mais enfin, pour expérimenter ça quotidiennement, les patients qui acceptent bien leur maladie ont une meilleure réponse au traitement et ont un meilleur vécu de la maladie. C'est beaucoup plus facile de les traiter que les patients qui sont dans le déni et qui luttent contre ça. Vous avez raison, docteur, et je prendrai un exemple très rapide. J'avais un ami qui a un château dans le Médoc, dans le nord du Médoc. En 1 an, il a eu un cancer. À partir du moment où son cancer a été annoncé, il a perdu 30% de chiffre d'affaires sur sa propriété. On est en France et les gens fuient la maladie, ne veulent pas la voir, ne veulent pas l'entendre, et c'est complètement ridicule. Il n'y a pas de honte à être malade. Effectivement, la remarque de Sylvain s'applique pratiquement à toutes les pathologies. Bien sûr, oui, absolument. Ça s'applique pour toutes les pathologies. Complètement accepter la pathologie. Non, on arrive à la fin de l'émission. Il ne reste plus qu'une petite minute, donc on va conclure. On va remercier donc le docteur Vernier. Merci d'être venu nous voir. Merci de m'avoir invité. Sylvain, merci. C'était vraiment un bonheur, une fierté de vous recevoir. Je n'ai pas dit un orgueil, mais une fierté. Vous faites partie de notre... on devrait vous inscrire à l'UNESCO. Vernier, merci. On remercie également Thierry de Mons d'être venu nous voir, puisqu'il va nous accompagner régulièrement au long de ces émissions pour nous donner des conseils sur les exercices à faire, encore une fois, ce que je dis souvent, les trucs et astuces pour aller mieux. Remercier Francis, le président de cette radio. On remercie Francis et on se retrouve le 19 décembre prochain pour la prochaine émission, puisque c'est le 3e jeudi du mois. On vous souhaite un bon week-end, soyez prudents sur la route, on vous fait des bisous, des câlins, on vous aime. Merci de rester fidèle à la REM et 98.4, ne changez pas de fréquence, laissez la tapette dans le vide poche de la voiture. Bon week-end. Voilà, mon mari a la maladie de Parkinson depuis 15 ans. La petite musique du cerveau.